Bonjour, nous parlons aujourd'hui de l'organisation apprenante. C'est notre deuxième vidéo sur le sujet. Le premier présentait les concepts de base. J'avais prévu réaliser un deuxième vidéo pour présenter quelques outils de travail. Sauf que j'ai constaté que ce serait trop long si je présentais des outils pour la gestion de la connaissance et la gestion de la formation, qui sont les deux piliers de l'organisation apprenante. Donc, le présent vidéo porte sur les outils du processus de gestion de la connaissance, enfin quelques outils. Donc, on se résume. Module 1, processus de gestion. Deuxième module, c'est-à-dire outils de travail sur la gestion de la connaissance. Et le troisième module, les outils de travail sur la gestion de la formation, qui est une vidéo que je vais probablement produire en octobre. Donc, module 2, gestion des connaissances, outils de travail. Le module porte 6 sections. Premièrement, on va rappeler le cycle de gestion de la connaissance. On va présenter les outils pour générer la connaissance, pour capitaliser la connaissance, pour renouveler la connaissance, évaluer et corriger le processus. Et j'ai rajouté une sixième section qui porte sur les principales responsabilités qui devraient être assumées dans l'organisation pour que tout ça fonctionne bien. Section 1. Un rappel sur le cycle de gestion de la connaissance que nous avons déjà discuté dans le module 1. Le cycle de la gestion de la connaissance comporte 5 étapes. Générer la connaissance, capitaliser la connaissance, la transférer, la renouveler, évaluer et corriger le processus. Donc, quand tout ça fonctionne bien, on réussit à développer une culture d'organisation apprenante. Si on veut parler de culture, ça prend certainement un appui très, très efficace de la part de la direction et à long terme. Donc, il ne faut pas que ce soit la saveur du mois. Une fois qu'on a réussi à démarrer le processus, il faut le maintenir. Et ça, c'est l'autre direction. Section 2. Générer la connaissance. Si on veut récupérer la connaissance à tous les niveaux de l'organisation, il faut absolument avoir une grille sur laquelle on peut classer, ou pour ne rien oublier, tous les éléments qui doivent être connus. Donc, premièrement, il y a les volets santé-sécurité. Deuxièmement, les compétences, les connaissances techniques. Troisièmement, il y a le volet qualité. Quatrièmement, le volet environnement. Le volet sur les coûts. La partie aussi qui traite de l'entretien. Et également les habiletés de gestion et leadership pour les gens, bien sûr, qui vont avoir un niveau un peu plus haut que le niveau de base des employés. Donc, bien sûr, une fois qu'on a établi nos catégories, il faut les développer. Donc, par exemple, en santé et sécurité, je donne quelques exemples, mais ça peut bien sûr être beaucoup plus élaboré que ça. On doit communiquer la politique de santé et sécurité et établir le leadership de la direction et aussi les modes d'implication des employés. Il faut analyser les lieux de travail. Il faut s'assurer de contrôler et prévenir les dangers, réduire les risques et également s'assurer de donner une formation commune en santé et sécurité. Au niveau des connaissances et compétences techniques, il faut que les gens comprennent de façon globale le processus de production du produit ou du service qui est la mission de l'entreprise. Ça prend bien sûr des formations théoriques incluant des schémas de processus. Il faut absolument que les gens connaissent les équipements, incluant toute la partie gestion d'opération, les panneaux de commande ou les écrans de commande, les systèmes informatiques également, les procédures,
et les modes de communication qui sont privilégiés dans le secteur. La catégorie qualité, la politique qualité doit être récupérée, documentée et rendue disponible. L'approche processus et la gestion par le risque doivent être aussi développées. Le système de gestion de qualité concernant l'ensemble de la compagnie et aussi le secteur de l'employé en question, etc. Donc, tout ce qui touche la qualité doit être aussi regardé. Au niveau environnement, bien sûr, là aussi, la politique environnementale, le système de gestion environnementale, les aspects environnementaux et leurs impacts, qui touchent soit l'ensemble de l'usine ou encore le secteur spécifique de l'employé, et tout ce qui touche le volet environnement qu'on peut bien sûr développer. La partie des coûts, faut avoir que les gens aient une idée du budget de l'usine, du budget départemental et bien sûr tous les impacts que l'employé a sur la rentabilité du département et aussi de l'usine. Au niveau d'entretien, il faut que les gens connaissent le processus de bon travail, les modes de planification des activités d'entretien, etc., etc. Au niveau de la qualité des habiletés de gestion et de leadership, avoir une idée du concept d'excellence opérationnelle et aussi en termes de gestion des ressources humaines, etc., etc. Ce dernier, bien sûr, parle plus aux employés, aux gestionnaires. Un exemple d'une grille pour un secteur d'opération, c'est dans une usine de porte-papier, mais ça s'applique quand même. On voit ici, c'est des choses que j'ai déjà utilisées. Donc, on a des sujets, j'en donne un exemple. Santé et sécurité pour le volet leadership, on a établi un certain nombre de sujets spécifiques et on détermine, on a les postes qui sont dans le secteur et qu'est-ce que chacun des postes doit connaître. C'est la même chose pour l'analyse du travail, puis on l'avait fait aussi pour les 7 sujets là, de la grille. Un autre exemple, dans le cas ici d'une machine à papier, on a un certain nombre de postes, on a les habilleurs, le 6e, 5e, 4e, 3e, bon, etc. On a 2, 3 niveaux de gestionnaire aussi, et on a les différents éléments du système de production avec qui doit connaître quoi. Un autre exemple, pour une opération d'emballage, on avait un certain nombre de postes dans le secteur de l'emballage et on avait des connaissances ou des compétences qui étaient associées aux différents postes et on déterminait ici les catégories, soit technique, environnement, qualité, santé, sécurité, et on cochait qui doit connaître chacun des thèmes. Section 3. Capitaliser la connaissance. Bon, pour conserver la connaissance et la rendre transférable, on doit toujours commencer par la documenter. Ça peut être avec des manuels de référence. Les manuels de référence peuvent être en texte, avec un traitement de texte standard, ou des documents de type PowerPoint. On a aussi des procédures et des modes opératoires qu'on doit documenter. Des méthodes appropriées de travail, ou ce qu'on peut appeler aussi des instructions de travail. Des formulaires, qui bien sûr aussi doivent être documentés de façon très systématique. Le choix du support utilisé est bien sûr crucial. On peut utiliser des logiciels généralistes comme la suite Office ou encore des logiciels spécialisés. Un avertissement qui peut sembler inutile, mais quand même pertinent. Il ne faut jamais se fier uniquement sur un document papier. De nos jours, tout document est initialement produit à l'aide d'un logiciel.
même si ce qu'on utilise, c'est le document papier, la version numérique doit absolument être conservée en sécurité afin de faire des révisions. Je donne un exemple. À un moment donné, un consultant élabore un document. On lui demande d'en fournir un certain nombre de copies papier et la version électronique sur un CD ou un DVD. Le consultant le fait. Ce que les gens utilisent, c'est la partie papier. Le document est perdu. Le document électronique est perdu. Si on veut y faire des changements de notre document, ben, on a un problème. Donc, souvent, ce que le consultant fait, c'est qu'il travaille avec une personne en particulier. Souvent, ça va être le surintendant du secteur. Par contre, le surintendant du secteur, il n'est pas éternel. Donc, s'il s'en va ou s'il prend sa retraite, on n'est pas sûr qu'on va retrouver le disque. Les documents magistraux sont généralement peu appropriés si on parle de formation d'employés en milieu de travail. Donc, il faut recourir le plus possible aux images pour supporter la transmission des connaissances et réduire le texte autant que faire se peut. Moi, j'ai surtout travaillé pour des gens de terrain. Donc, c'est sûr qu'on travaille toujours le moins possible avec du texte parce que les gens ne le lisent pas. Je vous donne un exemple d'une table des matières que j'avais déjà préparée pour un manuel de référence. C'était pour une centrale thermique. J'avais défini les types de sujets, soit que c'était une présentation générale, soit que c'était santé, sécurité et environnement. Il y avait les éléments d'entrée que je décrivais. On voyait la préparation de l'eau, l'alimentation en air, l'alimentation en combustible. Il y avait le procédé de transformation. Il y avait 3 types de chaudières, des combustières à gaz ou encore à mazout. La même catégorie de chaudières pouvait utiliser soit gaz, soit mazout. Il y avait des chaudières électriques aussi. Puis il y avait également un circuit de récupération de chaleur. Il y avait des procédés qui produisaient de la chaleur. Et cette chaleur-là, on la réutilisait pour produire de la vapeur. Et on avait notre produit de transformation et la partie réutilisation en termes où on traitait surtout de gestion des condensats. Le produit de transformation décrivait les circuits de distribution de vapeur à haute pression et de vapeur à basse pression. Donc, ça donnait un peu la façon dont on a divisé la présentation de l'ensemble des connaissances relatives à la centrale thermique. Bien sûr, là, je ne parle pas des procédures opératoires, je parle de la connaissance du procédé. Ici, on parle de l'utilisation du visuel, ce qui est quelque chose d'intéressant. C'est ce que j'ai déjà utilisé pour illustrer la différence entre le concept de risque et celui de danger. Je dirais quand même ici, là, entre danger et risque, il y a énormément de confusion. Énormément de confusion. Donc, j'ai eu des discussions très longues, puis avec pas vraiment de résultats, à essayer de parler avec des gens, puis de clarifier la différence entre le danger et le risque. J'ai trouvé le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est une diapositive comme celle-là qui utilise le visuel. Je vous montrais ici un équipement d'éclairage qui est bien installé, qui fonctionne au courant domestique, donc le danger de courant domestique, et le risque ici est presque inexistant de se faire mal avec l'électricité. De la même manière, j'ai un interrupteur ici qui est bien installé et dans lequel le courant domestique présente un risque qui est presque inexistant. Si j'enlève la plaquette, c'est sûr que là, le même danger va présenter un risque plus élevé. J'ai plus de chances de me faire mal avec ça que les deux précédents. Et un quatrième cas, qui lui est tout à fait explicite, où on a carrément des fils qui sont exposés, carrément exposés. C'est sûr que le risque de se faire mal avec le courant domestique est beaucoup plus élevé dans ce cas-ci que dans les autres cas, les cas précédents. Donc, le visuel, très très intéressant si ça se présente.
De la même façon, si on veut montrer un schéma de procédé, ben c'est sûr que un schéma comme ça parle bien. C'est facile une fois que les gens se sont fait expliquer, c'est facile de s'y référer. Quand on a un processus comme celui qui est illustré ici, avec un cheminement logique, des fois ça peut être intéressant de le rendre plus dynamique en utilisant des animations. Prenons, par exemple, on voit que notre matière première arrive au cuvier, est pompée au tamis primaire. Ensuite de ça, on va au cuvier d'eau de dilution. On dirige vers l'épurateur tertiaire, au tamis secondaire, au tamis tertiaire et au tamis à femme. Donc c'est l'étape finale de mon procédé. On voit aussi qu'il y a des codes de couleurs. On peut aussi utiliser les codes de couleurs. Si on veut rédiger ou élaborer une instruction de travail, si on veut que ce soit conforme à ISO, parce que souvent les compagnies sont ISO, ou en tout cas ont un système de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité, on a aussi des structures. On peut présenter le but de la tâche, le domaine d'application, à quoi est-ce que ça s'applique, quelles sont les responsabilités, puis la méthodologie, étape numéro 1, étape numéro 2, etc. Pour la maîtrise de la documentation, c'est intéressant d'indiquer qui l'a rédigé, puis qui l'a approuvé. On peut aussi, si on veut travailler avec une version papier du document, c'est intéressant de mettre la date à laquelle le document est imprimé. Et on peut mettre une indication que 24 heures après l'impression, la copie papier est périmée. Ce qui fait que on ne conserve pas, on est sûr à ce moment-là de ne pas conserver des documents qui sont périmés. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent souvent. On a un code. Ici, je l'ai appelé IDT pour instruction de travail, numéro 22. Le numéro de révision, la date de modification, puis aussi, ce qui est intéressant, c'est la page 1, 2, 3. 1, 2, 2, 1, 2, 3, ce qui fait qu'on est toujours en mesure de se situer par rapport au document. Un autre exemple d'une instruction de travail dans laquelle on trouvait que c'était intéressant d'illustrer par une image. Également, une méthode appropriée de travail pour une tâche d'entretien. On voit encore là, c'est un document, ce que je vous montre là, c'est un extrait d'un document Word dans lequel on a collé des photos avec des flèches et bien sûr des légendes. Les logiciels spécialisés, beaucoup d'espoir a été placé sur des logiciels spécialisés, beaucoup d'espoir et beaucoup d'argent a été consacré à des logiciels spécialisés qui promettaient de permettre l'apprentissage autonome. L'apprentissage autonome, ça n'a pas toujours été si évident que ça. Bien des entreprises pensaient de se faciliter la vie avec ça. Et il y en a beaucoup qui ont été déçus. Avant de démarrer un processus comme ça, il faut étudier attentivement les écueils qui peuvent se présenter. Par exemple, l'alimentation des données peut supposer l'intervention d'intervenants spécialisés. Souvent, les logiciels spécialisés ne sont pas nécessairement si faciles que ça à utiliser. Donc, des fois, ça prend de l'expertise externe. Dans les entreprises manufacturières, c'est difficile de motiver les employés à l'apprentissage autonome. Pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas motivés, mais des fois, ils vont manquer de temps. Il y a des postes où les gens sont quand même relativement occupés. Et bien sûr, il y a aussi le volet motivation. La mise à jour des informations suppose un investissement qui peut être assez imposant, parce que quand on prend une connaissance et qu'on veut l'intégrer dans un logiciel spécialisé, ça peut être assez complexe. Le maintien des plateformes logicielles spécialisées est souvent tributaire d'une personne en autorité. J'ai vu souvent des gens dans des entreprises ou un surintendant qui décidait que tel ou tel logiciel l'aiderait.
Cette personne-là s'en va. Ses successeurs ne sont pas nécessairement aussi motivés. J'ai vu beaucoup de logiciels qui sont tombés en désuétude. Une fois que leur promoteur à l'interne était changé de poste. Il est illusoire de penser que ces outils, une fois implantés, fonctionnent sans support. Les économies promises peuvent ne pas se concrétiser. Ça, c'est sûr. J'ai même vu une entreprise qui avait misé beaucoup sur un logiciel spécialisé et devait avoir en permanence sur place un employé de la firme qui avait fourni le logiciel, avec les coûts, bien sûr, que ça suppose. Le partage d'informations de référence en plusieurs unités. J'ai vu des cas où on avait plusieurs usines pour une même compagnie et qui avaient des processus, des procédés qui étaient similaires. Le vendeur du logiciel promettait qu'il serait possible de partager entre les différentes usines les contenus de formation. Moi, j'ai pas vu que ça se fasse. Donc, c'est pas si évident que ça. Les outils d'évaluation, les questionnaires, souvent c'est limité. Puis, bien sûr, les questions peuvent se disséminer. Et ce qui fait que l'évaluation donne ce qu'elle peut bien donner. C'est pas toujours évident. Donc, quand on parle d'un logiciel spécialisé, c'est sûr qu'il faut y aller d'habitude avec un projet pilote dans un département qui normalement n'est pas le département le plus complexe dans l'usine. Et on regarde à fond comment ça fonctionne, quels sont les écueils, quels sont les avantages. Puis là, à ce moment-là, on prend une décision plus éclairée. C'est très, très risqué, ça peut coûter beaucoup d'argent. Section 4, renouveler la connaissance. On dit souvent que ce qui ne change jamais, c'est le changement. Donc, c'est sûr que la documentation est toujours évolutive. Donc, quelles sont les circonstances qui peuvent amener des changements? C'est la découverte de meilleures façons de faire de travail, modification aux équipements et procédés, des nouveaux équipements, des nouveaux procédés, etc., etc. Donc, il faut absolument toujours penser. Puis là-dessus, je ne vais pas plus loin que ça beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui est à faire à l'intérieur de la compagnie. C'est sûr qu'il y a une persévérance à impliquer, à implanter là-dedans. Donc, il faut absolument attribuer la vigie des changements d'origine interne ou externe à une personne ou à un groupe bien identifié et imputable. Idéalement, un processus de révision systématique devrait être en vigueur, soit en y allant par département et par échantillonnage, ou par observation ou autre. Section 5, évaluer et corriger le processus. La gestion de la connaissance doit être vue comme un système de management et à ce titre-là peut être évalué comme on évalue les systèmes de management. Il faut inclure la dimension connaissance à toutes les enquêtes et analyses de non-conformité. Je l'ai déjà dit, je le répète, dans les entreprises où j'ai travaillé, j'ai été témoin indirect d'événements graves, dans certains cas, au moins 2 fois des accidents mortels. Et à toutes les fois, quand les enquêteurs arrivent, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est des questions, ils posent des questions sur la formation. Est-ce qu'il y avait des procédures? Est-ce que la personne a été formée? Est-ce qu'on s'est assuré que la personne avait bien compris, avait été bien évaluée? Donc, c'est pour ça que quand il arrive des cas qui sont moins graves que des décès, ben c'est sûr qu'on doit toujours s'en servir, de servir des cas problématiques pour faire ressortir le fonctionnement là, de notre processus de gestion de la connaissance. On devrait évaluer le processus de gestion de la connaissance, est-ce qu'il fonctionne bien, mais pas seulement savoir si le processus fonctionne bien, mais si ses résultats sont satisfaisants. Parce qu'on peut très bien mettre en place un processus qui est excellent, mais qui vise à côté de la cible, puis qui ne nous donne pas les résultats qu'on veut.
Donc, dans tous les cas, on doit évaluer le fonctionnement du processus et aussi la correspondance de ces résultats avec les attentes. Et bien sûr, les audits, qui sont un outil extraordinaire pour l'évaluation de processus de gestion. Donc, tous les systèmes de management, les gens qui sont le moindrement organisés ont des systèmes de management, soit que c'est ISO, soit que c'est pas ISO, mais toutes les entreprises qui fonctionnent bien ont un système de management. Et là-dedans, dans un système de management bien structuré, il y a toujours un volet sur la compétence. Donc, l'idée, si on veut mettre en place notre processus de gestion de la connaissance, de l'intégrer à notre système d'évaluation de notre système de management, c'est intéressant. Section 6, les responsabilités. Bon, comme tout processus, il faut absolument qu'on ait une répartition des responsabilités qui est bien déterminée. J'ai présenté dans ce petit tableau-là une idée générale de la façon dont ça pourrait se faire. J'ai les responsables avec leurs tâches. Donc, la direction générale doit donner un appui explicite et durable aux intervenants. Quand je dis durable, ça veut dire que ça ne devra pas être le savoir du mois. Ça doit être quelque chose qui fait partie de la culture de l'entreprise. Ça, bien évidemment, c'est le rôle de la direction générale. Donc, la direction doit fournir des ressources matérielles, humaines et financières et intégrer la partie formation-compétences au plan stratégique de l'organisme. Puis quand je parle de formation-compétences, bien, je parle bien sûr de gestion de la formation, mais gestion de la connaissance aussi. C'est sûr qu'il y a une personne qui est responsable de coordonner le processus. Cette personne-là doit mettre en place des plans d'action basés sur les priorités. Cette personne doit mobiliser les intervenants du terrain, doit être chargée d'évaluer le processus et les résultats de ce processus-là, et doit être responsable de la réduction de comptes à la direction générale. La coordonnateur ou la coordonnatrice doit travailler en étroite collaboration avec les responsables de département ou de secteur, qui, eux, doivent contribuer à la détermination des priorités. Identifier les personnes dépositaires de la connaissance. Dans tous les départements, il y a une ou deux personnes dont on sait qu'elle est le responsable de tel et tel équipement ou tel procédé dans le département. Donc, c'est le responsable du département qui connaît ces personnes-là. Le responsable du département doit constituer l'équipe de réalisation du travail, il doit aussi s'assurer d'approuver le produit fini. Les spécialistes de contenu qui ont été désignés par la personne responsable du département doivent réviser et organiser les éléments de connaissance en fonction des objectifs de formation. Et il y a quelqu'un qui doit être chargé de rédiger les documents. Donc, de capitaliser la connaissance selon le format. Souvent, le spécialiste de contenu est aussi le rédacteur, mais pas tout le temps. Ça va arriver c'est arrivé plusieurs fois dans les expériences que j'ai eues où on me disait telle personne est extraordinairement compétente, mais ne m'en dit pas d'écrire. Donc, ça prenait quelqu'un pour le supporter. Souvent, c'est quelqu'un d'externe. Donc, quand on a une structure comme celle qui ressemble un peu à ce que je vous présente là, on met toutes les chances de notre côté que les choses fonctionnent bien. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous donne un rendez-vous au module 3 que je devrais produire au mois d'octobre, où je vous présenterai quelques outils que j'ai déjà utilisés en gestion de la formation.